Donc aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir notre invité, Monsieur Pierre Miasnikov, qui a obtenu son doctorat en 2019 et qui est chercheur actuellement postdoctoral au sein du département de génie électrique et informatique de l'Université de Toronto. Il est aussi membre de l'Institut des sciences des données, Data Science Institute, de cette même université. Donc, ses recherches portent sur les liens entre l'optimisation combinatoire, les réseaux complexes et les sciences de données. Et donc, aujourd'hui, Pierre nous présente les réseaux complexes, graphes et sciences de données. Donc, à vous, Pierre. Merci. Je vais partager mon écran. Comme la professeure Sadat disait, je vais vous parler des réseaux complexes, des graphes et de la science des données. Je crois que vous êtes un groupe assez multidisciplinaire, donc je vais essayer, pour aujourd'hui, mon objectif sera de tisser les liens entre des sous-disciplines de l'informatique qui sont en silo, mais je vais tenter de vous démontrer qu'en fait, elles sont toutes interreliées. Alors, avant de commencer, un gros merci à la professeure Sadat pour son invitation, à vous, chers téléspectateurs, pour votre intérêt et votre temps, et aussi à mes nombreux co-auteurs et au soutien financier de Fujitsu. Le laboratoire dans lequel je travaille est financé par Fujitsu. Je vais vous expliquer le lien de Fujitsu plus tard au courant de la présentation. Donc, le but pour aujourd'hui, c'est de vous offrir un bref survol des réseaux complexes qui sont un cas particulier des graphes et illustrer des liens entre des disciplines qui sont en silo. Les graphes, les réseaux complexes, la science de données, l'optimisation combinatoire pour aujourd'hui et les méthodes numériques. Et je vais même toucher à des architectures informatiques. Je vais très, très rapidement parler d'informatique quantique, qui est plus ou moins ce qu'on fait dans le laboratoire de Fujitsu. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer que ces choses-là qui ont l'air très disparates, très décousues, sont en fait liées et ont des applications communes. Mais surtout, je voudrais susciter votre intérêt, susciter la discussion et le débat et peut-être même établir des collaborations. S'il y a quelqu'un qui est intéressé par les réseaux complexes, la science des données, l'optimisation, moi, je suis toujours intéressé à collaborer avec des gens. J'ai des collaborateurs à l'étranger, mais personne à Montréal. Donc, c'est pas normal. Si quelqu'un est intéressé, moi, je suis toujours intéressé. Je suis toujours partant. Bon. Alors, commençons par un bref survol des réseaux complexes. Bon, ça, c'est le livre de Barabafi, qui est un livre phare dans le domaine. Il est disponible gratuitement en ligne si vous le cherchez. Et je l'ai mis là. Et il dresse un portrait de la discipline des réseaux complexes dans son livre. Alors, c'est quoi un réseau complexe? Donc, en quelques mots, c'est un graphe doté d'une structure non triviale. Bon, il y a plusieurs phénomènes naturels et sociaux qui sont caractérisés par des interactions, des relations, des connexions. Et ces phénomènes seraient incompréhensibles sans une vue d'ensemble. Pensez par exemple à un réseau informatique. Si on regarde de façon microscopique le CPU de mon ordinateur, c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble sur l'Internet. Alors, c'est ce qu'on cherche à travers les graphes. Les graphes sont un outil mathématique qui nous permet de modéliser les interactions et d'étudier cette vue d'ensemble. Et dès leur tout début, les graphes sont utilisés comme modèle de système. Quand Euler a présenté son problème des ponts de Königsberg, c'était un réseau routier. Donc, on voit la dimension,
on ne s'attarde pas à l'unité la plus petite, qui est ce qu'on fait souvent en science. On regarde, on prend un point de vue macroscopique. Bon, et vous connaissez sans doute le problème du commis voyageur, traveling salesman, ou celui de la coloration, qui sont les problèmes classiques en théorie des graphes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de problèmes un peu moins communs. Et bon, les réseaux complexes ont plusieurs applications, que ce soit en logistique, en neurologie, en biologie, en chimie, en sécurité publique, en marché boursier, en langage naturel, qui, je crois, est un sujet qui vous intéresse au DIC. Bon, alors ici, on voit la revue Nature à 2 reprises a mis les graphes en première page lorsqu'il parlait de génétique. Donc, les graphes, les réseaux complexes s'appliquent en biologie, ont des applications en biologie. Évidemment, la neurologie, le cerveau est souvent modélisé à l'aide de graphes. Et ici, j'ai mis ce livre-là, qui est un livre qui est écrit par un professeur de maths à la Polytechnique, un petit livre léger sur les enquêtes policières et les liens avec les graphes. Donc, on voit que les graphes, les réseaux ont des applications très vastes. Ici, un de nos articles, et inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer ce que Cubo et Digital Annealing veulent dire, mais on a utilisé les graphes pour faire de l'optimisation de portefeuille. Et il y en a qui ont aussi fait, qui ont regardé le texte comme graphe, les textes comme graphe. Et ça, je soupçonne que c'est un sujet qui vous intéresse. Et évidemment, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un grand graphe complexe. Bon, un peu d'archéologie. Il y a très, très longtemps, dans les années 70, avant Facebook et Twitter, il y avait un type qui s'appelait Wayne Zachary. Je crois qu'il est en Californie, dans une des universités californiennes. Il a étudié un club de karaté universitaire et il l'a modélisé comme graphe. Et il y a eu une dispute entre les sensei dans le club de karaté. Et le club de karaté s'est scindé en 2 clubs. Et en utilisant l'algorithme Ford-Fulkerson, il a pu prédire la composition des 2 clubs, les 2 sous-groupes qui ont vu le jour suite à cette dispute, presque exactement en modélisant les interactions des membres du club de karaté comme un graphe. En passant, si vous voulez m'interrompre à n'importe quel moment, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il vous plaît, faites-le. J'ai pas de problème avec ça. On peut parler plus tard, mais vous pouvez me poser des questions en cours de route. Donc, un type de réseau complexe particulier, c'est celui à structure communautaire. Donc, le graphe du club de karaté de Zachary est un exemple de communauté. On a 2 communautés sur le graphe. En informatique et en mathématiques, on parle surtout de graphes avec des agrégats. En anglais, clustered graph. Et l'exercice de classer les sommets du graphe en agrégat s'appelle graph clustering en anglais. Il y a aussi des physiciens et des sociologues qui s'intéressent à ce problème-là et eux parlent d'habitude de réseaux à structure communautaire, community structured graphs. Et l'exercice de classer les sommets dans des sous-groupes, dans des agrégats, eux appellent ça des communautés, community detection on graphs. Alors, si vous allez sur Google et vous mettez Community Detection Complex Network, vous allez trouver des milliers de publications. Il existe quelques nuances méthodologiques entre ces deux
ces deux terminologies, mais moi, je vais les utiliser de façon interchangeable pour aujourd'hui. Bon. Regrouper les sommets en agrégats, en communauté, c'est un problème pivot en analyse des réseaux. Le Graph Clustering, Community Detection. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de regrouper les sommets considérés similaires dans des sous-ensembles, dans des sous-graphes. Par exemple, on peut, dans un réseau biologique, on peut regrouper des gènes qui interagissent ensemble ou des amis dans un réseau social, des clients types. Il y a des gens en marketing qui se servent des graphes pour cibler des clients. Donc, c'est un cas particulier d'apprentissage non supervisé, ce qui s'appelle le clustering en anglais. Et au cœur de ma présentation, c'est vraiment de ça que je veux vous parler, l'apprentissage non supervisé, qui est un peu le parent pauvre de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'apprentissage profond, c'est un peu délaissé, mais c'est très important à mon avis. Mais dans le cas particulier des graphes et des réseaux sociaux, ça pose des défis particuliers et puis je vais vous en parler un peu. Donc, un peu de notion de théorie des graphes. Je vous demande de m'excuser si c'est du déjà vu, mais je ne présume aucune connaissance préalable. Alors, je veux que ce soit le plus accessible à tout le monde. Donc, un graphe ou un réseau qu'on dénote souvent G, parenthèse VE. V, c'est l'ensemble des sommets et E, c'est l'ensemble des arêtes. Quand je mets les deux barres comme ça, c'est pour indiquer la cardinalité, le nombre d'éléments dans un ensemble. Donc, le nombre de sommets, V en anglais pour vertex, vertices, je vais le dénoter N parfois, par habitude. Dans un graphe complet, c'est un graphe où tout le monde est connecté à tout le monde. On a ce nombre-ci d'arêtes, de connexions entre les sommets. Il y a N sommets. Ça, c'est si tout le monde est connecté à tout le monde. Et on va revenir, c'est assez important, cette quantité-là, et on va y revenir plus tard. Et pour aujourd'hui, en termes de vocabulaire, je voulais spécifier qu'on va parler de graphes simples, c'est-à-dire des graphes non orientés, non pondérés, donc les arêtes, c'est 0 ou 1. 0 s'il n'y a pas de connexion, 1 s'il y a une connexion, et sans boucle. Donc, le sommet I ne peut pas être connecté à lui-même. Et sans arêtes multiples. Donc, s'il y a une connexion entre I et J, il y en a juste une. C'est 1 ou 0, mais il n'y a pas d'arête multiple. Alors, voici de quoi a l'air un graphe complet. Tout le monde est connecté à tout le monde. Et puis, bon, N est 5, on a 5 sommets. Et on a cette quantité-là d'arêtes. Bon, je vais continuer avec la terminologie. Il y a quelque chose qui s'appelle un sous-graphe induit que je vais utiliser GI pour les identifier, G1, G2. C'est le sous-graphe formé par un sous-ensemble de sommets et toutes les arêtes qui les relient. Et NI, c'est le nombre de sommets dans le sous-graphe I. Pour aujourd'hui, nos sous-graphes sont des ensembles mutuellement exclusifs. Donc, si on fait la somme de tous les NI, le nombre de sommets dans les sous-graphes, on arrive au nombre total de sommets. EII,
le petit E minuscule, je vais l'utiliser pour dénoter les arêtes reliant deux sommets dans le sous-graphe I. EIJ, c'est l'ensemble des arêtes reliant un sommet dans le sous-graphe I et dans le sous-graphe J. Donc, EII, c'est les arêtes qui ont les deux bouts dans le sous-graphe I. EIJ, c'est les arêtes qui ont un bout dans I et un bout dans le sous-graphe J. Et je vais utiliser CI pour identifier les agrégats de sommet, les sous-graphes induits. Donc, ici, on a deux sous-graphes. On pourrait diviser ce graphe-là, ici, en deux sous-graphes induits, G1 et G2. G1, c'est ce triangle ici qui forme une clique. Une clique, c'est un sous-graphe induit complet, donc tout le monde est connecté à tout le monde en G1. Et G2 ici, c'est les sommets ici en bleu-gris. Bon, je vais vous parler très rapidement des graphes aléatoires. C'est une discipline, un champ d'études qui est à l'intersection de la théorie de la probabilité et celle des graphes. Le modèle le plus répandu, le plus connu, c'est le modèle Erdos-Renyi, GNP, parfois appelé Erdos-Renyi Gilbert, parce que, en fait, ce modèle-là a été introduit par Gilbert, qui est un mathématicien dans les années 50-60. Dans un modèle Erdos-Renyi, ou Erdos-Renyi-Gilbert, je vais l'appeler ER. D'habitude, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la littérature. On a N sommets et ils sont reliés, la probabilité qu'ils soient reliés par une arête est P. Donc, vous prenez n'importe quelle paire de sommets, la probabilité qu'ils soient connectés est de P. Et ça, c'est uniforme partout sur le graphe. Donc, le nombre d'arêtes, on va revenir à cette quantité-là dont je parlais plus tôt, 1,5 fois N fois N-1. Soit, ça, c'était un graphe complet ici, fois la probabilité P, évidemment arrondi parce que ça pourrait être un chiffre décimal ici. Mais comme vous savez, les arêtes, c'est un nombre entier. Bon, alors un graphe Erdos-Renyi ER avec 10 sommets et une probabilité de connexion d'un tiers, ça ressemble à ça. Et ça, c'est la même chose avec encore une fois 10 sommets avec une probabilité de connexion de 20%. Une autre notion de théorie des graphes sur laquelle je voudrais insister parce que c'est très important pour ce qui va venir, c'est la notion de densité. La notion de densité, c'est la densité globale d'un graphe, c'est le nombre d'arêtes sur cette quantité-là, le nombre d'arêtes possibles si tout le monde était connecté à tout le monde. Donc, cette quantité-là, dans un graphe non pondéré, est entre 0 et 1. 0 indiquant aucune connexion entre les sommets, 1 indiquant un graphe complet. Et évidemment, on peut faire la même chose avec un sous-graphe ou un agrégat, cluster ou sous-graphe. Je vais utiliser les deux termes de façon interchangeable. Donc, on peut prendre toutes les arêtes qui ont les deux bouts dans l'agrégat I et diviser par cette quantité-là, qui est la quantité d'arêtes qu'il y aurait si c'était une clique. Et encore une fois, c'est entre 0 et 1. 0 indiquant aucune connexion à l'intérieur de cet agrégat. 1 indiquant que c'est une clique.
Et on peut aussi regarder la densité interagrégat. Donc, on prend les arêtes qui ont un bout dans l'agrégat I, un bout dans l'agrégat J, et on divise par le nombre total de connexions possibles entre ces deux agrégats. Et je vais vous illustrer ce que je veux dire dans quelques instants. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le cas du graphe complet, ici, kappa, la densité globale est de 1. Bon, et on peut aussi interpréter ça de façon probabiliste. Donc, ce kappa, la densité globale, on peut l'interpréter comme étant la probabilité non conditionnelle que si on prend deux sommets aléatoires, I et J, quelle est la probabilité qu'ils soient connectés? Et c'est ça. On peut aussi regarder la probabilité moyenne, la densité intra-agrégat moyenne, qu'on peut interpréter comme étant la probabilité conditionnelle que si je vous dis que I et J sont dans le même agrégat, quelle est la probabilité qu'ils soient connectés par une arête? Et on peut faire la même chose avec prendre la moyenne. Et ici, C représente le nombre d'agrégats. C pour clusters. Et on peut faire la même chose pour toutes les paires d'agrégats. Et cette moyenne ici, c'est la probabilité conditionnelle d'une arête si je vous dis que I et J sont dans des agrégats différents. Et dans un graphe bien divisé, on veut que les inégalités suivantes tiennent. Donc, la probabilité que deux sommets dans des agrégats différents soient connectés, on veut que ce soit plus faible que la probabilité inconditionnelle, c'est là que deux sommets soient connectés, ne sachant pas leurs agrégats assignés. Et on veut que les agrégats forment des ensembles denses, donc que la probabilité qu'il y ait des connexions à l'intérieur de chaque agrégat soit très élevée. Vous remarquerez ici que c'est une moyenne et on va revenir plus tard. Les moyennes posent souvent des problèmes parce que c'est une statistique qui est sensible aux extrêmes. Bon, alors, voici ce que j'expliquais plus tôt. Donc, on a pris ce graphe-là, on l'a passé dans un algorithme. L'algorithme nous a dit que ces sommets-là, bleu pâle, gris ici, forment l'agrégat 1 et que ces sommets ici en noir forment l'agrégat 2. On a une densité globale pour le graphe de 43 %. Dans cet agrégat-là, C1, on a une densité de 0,83 et dans celle-là, c'est 1. Donc, ici, on a cette inégalité qui tient. Donc, si je fais la moyenne de 1 et 0,83, c'est à peu près 0,90-91. Donc, la densité moyenne intra-agrégat est plus élevée que la densité globale et évidemment plus élevée que la densité inter-agrégat. Et quand on fait l'agrégation, le regroupement en agrégats, ce qu'on fait, c'est que ce graphe-là existe en soi. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des étiquettes. On dit ces nœuds-là, ici, appartiennent à l'ensemble 1 et ceux-ci à l'ensemble 2. Voici un exemple d'un graphe mal réparti en agrégats. Si notre algorithme nous dit que ces trois-là
sont dans un ensemble, forment un ensemble et ces quatre-là forment un ensemble, l'algorithme n'a probablement pas fait une bonne job. Ou si il met tout le monde dans le même agrégat, encore une fois, c'est probablement pas une bonne job. Bon. Là, je vais laisser de côté un peu les graphes pour vous parler plus de sciences de données et d'optimisation et de méthodes numériques. Malheureusement, quand on parle de sciences de données, trop souvent, on va parler de statistiques, d'apprentissage profond, mais on parle rarement de ce qu'il y a derrière ces techniques-là. Donc, en statistique, en sciences des données, tout repose sur l'optimisation. Et quand on fait de l'optimisation, il faut regarder les méthodes numériques, surtout dans cette époque où on a des très gros jeux de données, le big data. C'est très important que si on a un algorithme, ça ne prenne pas des semaines, des mois, des années à avoir des résultats. Donc, ces choses-là sont reliées. Malheureusement, elles sont trop souvent traitées de façon séparée, de façon disjointe. Bon, le regroupement, clustering en anglais, c'est un problème classique en sciences de données. Il y a plusieurs algorithmes, par exemple le K-means, K-moyenne, K-medians, K-médiane ou le DB-scan. C'est trois techniques très connues. Le but ultime de ces algorithmes-là, c'est de diviser un jeu de données en sous-ensembles. On regroupe les éléments qui sont jugés similaires en leur assignant des étiquettes de groupe. Dans le cas général, cette similarité se mesure par la distance euclidienne. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Et il s'agit évidemment d'un cas d'apprentissage non supervisé. Donc, je vous donne un jeu de données, je vous dis, bon, essaie de me diviser ça en 4 sous-ensembles. Ce n'est pas comme en apprentissage supervisé où on entraîne l'algorithme, on lui montre des milliers de pommes et des milliers d'oranges, puis ensuite on lui montre un fruit, puis on lui dit est-ce que c'est une pomme ou une orange. En apprentissage non supervisé, on n'a pas ça. Les statisticiens appellent l'apprentissage non supervisé l'exploration, l'analyse exploratoire des données, exploratory data analysis en anglais. Donc, voici ce que je veux dire. Ici, on a ce jeu de données-là, puis on observe que ces points-là sont très rapprochés l'un de l'autre, sont beaucoup plus rapprochés entre eux qu'avec les points ici ou ici. Alors, on dit, bon, agrégat 1, agrégat 2, agrégat 3. Là, ici, ça, c'est le cas de figure classique. K-means, par exemple, va vous donner quelque chose comme ça. Mais le problème avec les graphes, c'est qu'ils posent un défi particulier. Généralement, les sommets d'un graphe ne sont pas dans un espace vectoriel. Quelle est la distance entre vous et votre ami sur Facebook? Bon, ce n'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. On mesure généralement les distances dans les graphes. On mesure généralement la distance par la similarité de leur voisinage. Donc, si moi et mon ami, on a beaucoup d'amis en commun, probablement que notre distance est plus proche que si on ne partage aucun ami. Donc, quand on fait du regroupement, on cherche des poches de sommets qui sont densément liés entre eux et ayant peu de liens avec ceux des autres agrégats. Et je vais vous illustrer ce que je veux dire par ça bientôt. Donc, on recherche des sous-graphes induits qui sont denses avec une seule densité interagrégat. Donc, les inégalités des densités, ce que je vous ai montré plus tôt, sont notre jalon de qualité la qualité de l'algorithme de regroupement. Parce qu'encore une fois, on n'a pas
c'est pas de l'apprentissage supervisé qu'on fait. Alors, on peut pas dire, ben, je vais tester mon algorithme, je vais lui montrer, je vais l'entraîner sur des milliers de pommes et d'oranges, puis là, je vais lui montrer une orange, puis je vais voir s'il va me dire que c'est une orange ou si c'est une banane. En apprentissage non supervisé, ça nous prend des fonctions et des jalons pour juger de la qualité. Donc, voici ce que je disais plus tôt. Donc, on a ces densités ici. Donc, ici, c'est ce sous-graphe-là. Si notre algorithme nous identifie, nous regroupe ces nœuds-là en un agrégat et ceux-ci en un autre, on a une densité de cet agrégat-là qui est de 0,83. C'est l'exemple que je vous ai montré plus tôt. Celui-là de 1, on a une moyenne de 0,91 intra. La densité du graphe est de 43 et la densité inter moyenne, mais ici on a juste deux paires, donc seulement, il y a juste deux agrégats, donc une paire. Alors c'est 0,08. Donc on peut dire que dans ce cas-ci, notre algorithme a fait une bonne job. Un parallèle un peu avec, je vais faire un parallèle un peu avec la statistique classique. En statistique classique, si on fait par exemple une régression, ça nous prend un R carré qui va nous dire si le modèle linéaire est un bon résumé des relations entre notre variable dépendante et indépendante. Ici, c'est un peu ce qu'on fait. On n'a pas vraiment de réponse réelle, comme dans le cas où on fait l'apprentissage supervisé, où est-ce qu'on sait, quand on fait de la validation, on sait qu'on a montré à l'algorithme une pomme ou une orange, on connaît la réponse, mais ici, on ne la connaît pas. C'est un peu la même chose quand on fait une régression linéaire, on vous donne deux variables, x et y, puis on vous dit, bon, fais une régression, puis dis-nous si le modèle linéaire est un bon résumé de cette relation entre x et y. Et pour répondre à cette question, on a le R carré. Entre autres, il y a d'autres choses, mais bon. Pour parvenir à ceci, il y a plusieurs approches dans la littérature. Il y a des chaînes de Markov, des méthodes spectrales sur le Laplacien du graphe. Mais pour aujourd'hui, on va parler d'optimisation. Bon, toutes ces méthodes-là, il y en a plusieurs, mais elles aboutissent toutes à des problèmes qui sont NP durs dans la plupart des cas. Et certaines, par exemple, les méthodes spectrales sont très difficiles à appliquer dès que vous avez des jeux de données très, très grands. Pensez à faire une décomposition spectrale sur une matrice de 1 million de sommets, une matrice laplacienne d'un graphe avec 1 million de sommets, c'est impensable. Donc, une formulation possible, c'est pour obtenir ceci, c'est de maximiser la densité intra. Ici, bon, on pourrait diviser ça par le nombre d'agrégats. Ça donnerait le même résultat. Alors, je ne l'ai pas mis parce que c'est une constante. On pourrait maximiser la densité dans chaque agrégat K. Là, vous remarquerez, quand on fait du regroupement en agrégats, on spécifie le nombre de sous-ensembles qu'on veut. Par exemple, en K-means, qui est un algorithme pour les données continues, on va dire, bon, on va spécifier le K. Donc, c'est un paramètre qu'on doit déterminer au début de l'exercice. Alors ici, on peut dire K, dans ce cas-ci, c'était 2, mais on aurait pu dire 3 ou 4 ou 1. 1, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors ici, encore une fois, petit E minuscule KK, c'est le nombre d'arêtes qui ont les deux bouts dans l'agrégat K.
NK, c'est le nombre de sommets en K. Et XIK, c'est une variable binaire qui prend 1 si le sommet I est assigné à l'agrégat K. Et la même chose avec XJK. Et WIJ ici, c'est l'arête entre, qui peut être 1 ou 0, dans notre cas ici, le poids de l'arête qui relie I et J. Alors, ça se peut qu'il ne soit pas relié, dans quel cas, ce sera 0 aussi. Alors, on pourrait essayer de maximiser ça. Mais le problème, c'est que si on regarde cette fonction-là, déjà, c'est fractionnel, c'est aussi récursif parce qu'on a cette quantité-là qu'on doit déterminer au numérateur et au dénominateur, le nombre d'arêtes qu'on va mettre dans l'agrégat K. Alors, c'est une fonction qui est assez difficile à travailler. C'est un problème pour ceux qui connaissent le jargon qui s'appelle l'optimisation binaire fractionnelle. C'est très difficile à résoudre. Mais fort heureusement, il existe des formulations approximatives qui donnent de bons résultats. Donc, il y en a un dans la littérature qui a été présenté par ces deux auteurs-là dans une série d'articles en 2010-2012. Alors, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont une distance entre I et J et ils minimisent la distance qui sépare I et J. Et évidemment, comme je disais, les agrégats sont mutuellement exclusifs. Donc, un sommet doit appartenir à exactement un seul agrégat. Ici, XIK, c'est encore une fois, c'est la variable binaire qui prend la valeur de 1 si XI est assigné à l'agrégat K et 0 autrement. Et la distance est une quantité positive. Et on peut aussi ajouter je ne sais pas comment on dit en français, un régulateur, regularizer, si on voulait imposer des tailles maximales à chaque agrégat. Bon, il s'agit par contre d'un problème NP dur. Ces auteurs-là, quand ils ont fait ça avec un assez petit graphe. Donc, c'est un problème qui est NP dur. On ne peut pas utiliser les solveurs habituels comme Gurobi ou Cplex. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si ça ne vous dit pas quelque chose, il n'y a pas de problème. On ne peut pas utiliser les solveurs habituels parce que très rapidement, ils vont être dépassés par la difficulté du problème. Et aussi, les auteurs ici présument qu'il y a une matrice de distance ou de similarité qui est disponible et qui nous donne la distance entre chaque sommet, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cas des graphes. Bon, pour surmonter la dimension NP dure, il y a des auteurs qui, en optimisation combinatoire, qui ont introduit ce modèle qu'on appelle QUBO, Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Donc, c'est un modèle quadratique sans contrainte. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est que cette reformulation des problèmes combinatoires est compatible avec les architectures quantiques, par exemple celle de D-Wave, la compagnie canadienne, et des architectures simili-quantiques comme celle de Fujitsu. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'entends par quantique et simili-quantique plus tard. Nous-mêmes, dans nos travaux, on a résolu des problèmes qui étaient insolubles avec Gurobi, qui est le solveur le plus rapide sur le marché. Puis on y est parvenu avec une architecture simili-quantique et une formulation de QUBO. Bon, il faut souligner ici que on parle de NP dur et de surmonter le NP dur.
s'agit ici d'obtenir des solutions heuristiques. Elles sont inexactes. On ne résout pas ces problèmes-là exactement, donc on n'a pas de garantie d'optimalité mathématique. C'est de ça que ça a l'air une formulation Kubo. En physique, ils appellent ça Ising. Je crois que Ising, c'est un physicien. L'informatique quantique, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais la physique quantique encore moins. Alors, ça s'appelle parfois dans la littérature Ising. Mais donc, ça ressemble à ça. On a ici xt qui est un vecteur binaire de 1 et de 0, q qui est une matrice. Alors, on prend la forme quadratique ici, x transpose qx. On peut avoir aussi un terme linéaire optionnel. Et ce qu'on fait, c'est, étant donné que c'est sans contrainte, cette formulation-là, mais que la plupart des problèmes dans le monde réel ont des contraintes, on passe la contrainte dans la fonction objective, un peu comme, je ne sais pas si vous êtes familier avec les Lagrangiens, c'est un peu ce qu'on fait avec les formulations lagrangiennes, sauf qu'ici, le gamma est un paramètre. Dans la formulation lagrangienne, quand on fait le KKT, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sinon il n'y a pas de problème. Le gamma est et le résultat est une variable qu'on détermine lors de l'optimisation. Mais ici, c'est un paramètre. Et h, c'est une fonction de contrainte qu'on a passée dans la fonction objectif. Bon, une très brève parenthèse sur l'informatique quantique et simili-quantique. Je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle et aussi, surtout, ce n'est pas mon domaine. D-Wave, une compagnie canadienne de Vancouver, utilise une méthode qui s'appelle Quantum Annealing. En gros, c'est un recuit simulé, Simulated Annealing, qui est fait sur une formulation Kubo. On fait le recuit simulé, notre fonction objectif qu'on essaie de maximiser ou minimiser est une fonction Kubo. Et on fait ça en parallèle sur une échelle massive. En gros, c'est ça l'informatique quantique aujourd'hui en 2021. On utilise l'algorithme de Metropolis pour chercher les solutions. Puis essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche l'espace des solutions, l'ensemble des solutions possibles. Et on garde la meilleure. Fujitsu fait quelque chose de très similaire à D-Wave, mais le fait en digital. Et c'est pour ça que ça s'appelle Digital Annealing. Si vous regardez sur l'Internet et vous mettez Digital Annealing, vous allez trouver des liens vers la littérature de Fujitsu. Bon, il y a une autre formulation. Donc, pour faire le regroupement, je vous ai montré cette formulation ici qu'on peut exprimer en Kubo. On a juste à passer la contrainte dans la fonction objectif, puis c'est en format Kubo parce que c'est quadratique, binaire. Bon, il y a une autre formulation Kubo pour faire du regroupement qui est la technique K-médoïde, qui jusqu'à tout récemment, c'était une technique très similaire à K-means, et c'était un algorithme itératif comme K-means, jusqu'en 2019, quand ces auteurs-là ont introduit une formulation mathématique, donc d'optimisation mathématique pour trouver les cas médoïdes. Et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une méthode qui est très similaire à K-means ou K-medians, qui trouve les cas moyennes ou cas médianes qui résument votre jeu de données, mais avec une petite variante. Je vais vous montrer dans une seconde.
Donc, en K-means, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce jeu de données-là. On dit K est 3, on veut le diviser en 3. On trouve K moyenne, ici, qui résume le jeu de données. Alors, on a une moyenne pour les points verts, une moyenne pour les points bleus, puis une moyenne pour les points rouges. Et ensuite, si on fait du regroupement, on assigne les points à leur moyenne la plus proche. Donc, ici, ce point-là appartient au groupe vert et celui-là appartient au groupe bleu parce qu'il est plus proche de cette moyenne-là que de celle-là ou de celle-là. On peut faire la K-médiane, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre des moyennes, on prend des médianes. En K-médoid, ce qu'on fait, c'est que pour résumer le jeu de données, on choisit un point. Alors, une moyenne, c'est un point synthétique. Ce point-là n'existe pas dans le jeu de données. On l'a calculé. On a calculé une moyenne qu'on a placée là et une autre qu'on a placée ici. Ce n'est pas un point dans une observation dans notre jeu de données. Dans K-médoid, on prend un point, comme ici, on a pris ce point bleu-là, je ne sais pas si vous le voyez, ou ce point rouge-là. Un autre exemple ici, si on prend la moyenne, on va la placer ici. Par contre, si on prend le médoid, on va prendre ce point-là ici parce qu'on veut que ce soit un point dans notre jeu de données. Mathématiquement, la formulation a l'air de ça. Donc, on a un vecteur Z et ZI indique le ZI prend la valeur de 1 si on choisit le point I comme point qui résume le jeu de données. Alors, on veut que ces points-là soient centraux au jeu de données, donc on minimise la distance entre ces points-là et tous les autres points. La matrice delta ici, c'est une matrice de distance de toutes les paires, entre toutes les paires. Donc, pour revenir ici, on veut minimiser la distance de ces points-là à tous les autres points. On veut qu'ils soient centraux. Mais on veut aussi qu'ils soient dispersés parce que si on enlève ici, on a un terme négatif et on minimise, donc on maximise la dispersion. Parce que si on ne faisait pas ça, l'algorithme viendrait nous mettre tous les points, tous nos médoïdes ici en quelque part au milieu. Mais on veut qu'ils soient centraux et dispersés en même temps, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est un compromis entre centralité et dispersion. Et évidemment, on peut mettre la contrainte de faisabilité qui est quadratique. Et ici, dans ce cas-ci, cette contrainte-là, ce qu'elle fait, c'est qu'on veut exactement K point qui résume notre jeu de données. Bon, il y a une autre façon de surmonter la dimension NP dure. Je vous ai parlé de Kubo et du annealing, qui est le recuit simulé, mais on peut aussi utiliser les machines de Boltzmann. Et c'est essentiellement un réseau de neurones récurrents. Ça a été utilisé beaucoup dans le domaine pour les problèmes d'optimisation combinatoire. Et encore une fois, on utilise le recuit simulé, mais la formulation est différente. Ce n'est plus une formulation Kubo. Entre autres, on enlève les contraintes. Les contraintes sont incluses dans l'architecture. Puis on utilise encore une fois une architecture massivement parallèle pour trouver des solutions, pour explorer. Et encore une fois, il s'agit de solutions approximatives. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on explore l'espace de faisabilité. On l'a utilisé pour résoudre nos deux formulations, la formulation quadratique et celle de K-médoïde.
et on a obtenu des très bons résultats, des résultats qui étaient dans des cas où Gurobi ne parvenait pas à résoudre le problème. Ça gelait complètement. Bon, cette discussion-là ne serait pas complète sur le regroupement des graphes sans vous parler de modularité et de l'algorithme de Louvain. De loin, la technique la plus utilisée pour le regroupement sur les graphes, c'est l'algorithme de Louvain, de Blondel et ses co-auteurs autour de 2008, et il maximise une fonction comme ce que nous, on faisait, si vous vous rappelez, on minimise une distance. Ce qu'eux font, c'est qu'ils maximisent une fonction qui s'appelle modularité de Newman et Girvan et pour obtenir leur regroupement. Mais cette fonction souffre de plusieurs dégénérescences. Il n'y a pas juste nous qui l'avons identifié, il y a plusieurs auteurs qui l'ont fait, mais nous, on le fait entre autres. Mes travaux de doctorat portaient là-dessus, les problèmes de la modularité. Une autre chose, c'est que on a parlé de distance en K-médoïde, il y avait la matrice delta. Dans la formulation quadratique, on minimisait une distance. Donc, toutes les formulations dont je vous ai parlé aujourd'hui requièrent une mesure de distance entre toutes les paires de sommets. Mais comme on en a parlé plus tôt, ces distances-là en graphe sont généralement pas disponibles. Ce n'est pas des points en x, y ou x, y, z où on peut avoir une distance euclidienne. Donc, la distance, lorsqu'on parle, en général, quand on parle de graphe, souvent, il y a des gens qui parlent de plus courte distance, mais cette distance-là convient mal au problème de regroupement en agrégat. Puis je vais vous montrer pourquoi. Parce que ici, la distance plus court chemin entre V3 et V4 est de 1, et entre V3 et V1 est aussi de 1. Par contre, si je vous donne ce graphe-là, puis je vous dis de le mettre en deux agrégats, de le diviser en deux, vous voudriez probablement mettre V1 et V3 ensemble et V4 dans un autre ensemble, même si la distance du plus court chemin est la même, de 1. Et pourquoi? Parce que V3 et V4 n'ont aucun voisin en commun. Ils ont un lien qui les relie, mais ils n'ont aucun voisin en commun. Donc, si on veut former une communauté sur le graphe, on veut identifier une communauté, V3 a plus un voisin commun avec V1, qui est V2, alors qu'il n'a aucun voisin commun avec V4. Et pour adresser ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la distance de Jacquard pour regarder les liens communs entre les nœuds. Bon, je n'entrerai pas dans cette discussion-là parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a choisi une distance, celle de Jacquard, qui reflète bien lorsqu'elle est minimisée, pardon, elle reflète bien la densité. Bon, quelques mots sur le regroupement en général. Il se peut très bien que les agrégats n'offrent pas une vue sommaire du jeu de données. Si je vous donne un jeu de données qui est complètement aléatoire, essayez de le résumer en mettant des observations dans des sous-ensembles, c'est peut-être un non-sens. C'est possible que cet exercice-là soit une perte de temps ou mène à des conclusions fallacieuses. Par exemple, dans un graphe ER, un graphe aléatoire, on peut trouver un grand nombre de triangles. Donc, ce qui est possible, et tout à l'heure, je vous parlais du danger de maximiser une moyenne, c'est que si on
on prend un graphe qui n'a pas vraiment une structure communautaire et on le passe dans un algorithme. L'algorithme peut trouver des... puis on lui dit, regroupe-nous ça en 10 agrégats. L'algorithme peut nous en trouver 9 qui sont des triangles, donc très haute densité 1. Et mettre tout le reste dans un ensemble qui a une très faible densité. Et ça arrive souvent avec les algorithmes d'optimisation. Mais étant donné qu'on maximise la moyenne, en moyenne, on va avoir un bon résultat parce qu'on va avoir 9 fois 1, puis 1 qui va être très bas. Donc, en moyenne, on va avoir une très haute moyenne. Dans mon exemple hypothétique de 10 sous-groupes. Et en maximisant une moyenne, on peut exacerber ce problème-là. Donc, il faut des tests pour savoir si cet exercice risque de porter fruit. Si le jeu de données, que ce soit un graphe ou pas, rencontre des conditions préalables pour être regroupé en graphe, en agrégat. On a publié un test, mais c'est un parmi d'autres, pour les graphes en particulier, et ça se base sur les densités. On exploite beaucoup les densités. Donc, quelques problèmes ouverts dans ce domaine-là. Trouver K. Et ça, ce n'est pas juste un problème en graphe, en données en général, quand on fait du regroupement. Si on fait K-means, par exemple, il faut spécifier le K, c'est un paramètre externe. Et d'habitude, on se remet au jugement des gens qui connaissent le domaine, qui vont dire, bon, mais ça, ce jeu de données-là, je vais le diviser en 4 ou en 40 ou en 400. Des études de cas pratiques qui peuvent nous aider justement à trouver le cas. Donc, que ce soit en linguistique computationnelle, en biologie. Déterminer les paramètres comme K et aussi dans les paramètres de centralité versus dispersion. Une étude des distances, on a utilisé Jacquard, ça marche, mais on peut pousser l'analyse et l'étude des distances. Et aussi étendre ça à des agrégats non mutuellement exclusifs. Donc, si on pense à un réseau social, peut-être que moi, je fais partie du réseau social de l'Université de Toronto, mais je fais aussi partie d'un réseau social parce que je joue au ping-pong la fin de semaine. Donc, en général, des modèles plus riches où un sommet peut appartenir à plus qu'un agrégat. Alors, en résumé, le regroupement en agrégat vise à assigner les sommets à des ensembles denses. La similarité aux distances est mesurée par rapport au voisinage commun. Il s'agit d'un problème NP dur, mais à l'aide de certaines reformulations et architectures informatiques, on peut obtenir de bonnes solutions approximatives et on peut appliquer ces techniques dans plusieurs champs d'études. Et si ce dont je vous ai parlé ce matin vous intéresse, s'il vous plaît, me contactez. Voici mes coordonnées. Et vous pouvez me contacter soit par courriel ou via ResearchGate. Et je voudrais vous remercier beaucoup et j'espère que vous avez des questions, des commentaires. Je regarde ici le chat. Merci Pierre pour la présentation. On passe à la période des questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vois dans la fenêtre du chat une petite question de Mao Albarassa. Je pense qu'elle fait référence à l'acétate 33 ou 34. En quoi les sommets ne sont pas vectoriels? Merci de me le dire parce que je ne les vois pas. C'est 34. Okay, je pense si Mao peut s'exprimer, sinon.
34. Non, il y a de la construction. Elle est absente. En quoi les sommets, Oh, okay, en quoi les sommets ne sont pas vectoriels? OK, je comprends. C'est que ici, quand on vous donne un graphe, ça a l'air de ça. On n'est pas en espace X, Y, Z. Alors, je ne peux pas prendre la distance euclidienne entre ce point-ci et ce point-ci, par exemple. Ou pensez un peu à un réseau social. Quelle est la distance euclidienne entre vous et votre voisin? Peut-être que vous avez des amis en commun, peut-être que vous jouez dans une équipe sportive ensemble, peut-être que vous faites partie d'un club de lecture. On peut regarder la distance qui vous sépare en regardant ce que vous avez en commun, ce que vous partagez en commun, mais ce n'est pas une quantité euclidienne. Ce n'est pas comme prendre un vecteur 1, 1 et 1, 2 et prendre la distance euclidienne qui est la différence entre les vecteurs, les coordonnées au carré, puis prendre la racine carrée. On ne peut pas faire ça. Est-ce que ça répond à votre question? Ça va, Mao? Vous avez référence au graphe, une série d'axiomes au début. Série d'axiomes au début, lesquels est-ce qu'on parle de ça? Au début, j'ai parlé de terminologie. Est-ce que c'est ici? Alors, elle pose une autre question, mais j'aurais aimé qu'elle s'exprime. Donc, on peut avoir des mesures de distance qui ne sont pas euclidiennes et les placer en matrice. Donc, c'est une question. Pourquoi cela ne nous permettrait pas une vectorisation? Donc, oui, pour répondre à votre question, c'est ce qu'on fait, quand on prend la distance de Jacquard, c'est qu'on regarde les rangées dans la matrice d'adjacence. En passant, si j'utilise du jargon, je sais que le groupe est multidisciplinaire et il se peut que votre cours de théorie des graphes remonte à longtemps. Donc, on peut, si je dis matrice d'adjacence, vous savez de quoi je parle, on peut prendre les rangées de la matrice d'adjacence et regarder la différence. C'est ce qu'on fait essentiellement avec la distance de Jacquard. Mais on n'est pas en espace Rn. Alors, c'est très similaire. L'idée est similaire, mais mathématiquement, ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Elle a dit oui, merci. Donc, okay. Une autre question d'autres personnes? Je vais poser une question, je vais demander quelques informations de mon côté. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des graph embeddings, chose qui est très utile de nos jours? Oui. Donc, je vais remettre mes coordonnées. Donc, oui, absolument. Donc, embeddings, c'est prendre un graphe et le mettre en espace Rn pour faire ce que Mao posait comme question. Mais ça, c'est un problème d'optimisation et c'est un autre sujet. Ici, on regarde simplement la distance, la similarité entre deux sommets. On n'essaie pas de les mettre dans un espace de coordonnées Rn. Alors, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Et c'est un autre problème, c'est aussi un problème d'optimisation combinatoire, mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. OK, parfait, merci. Encore question?
Rien dans le chat. Bon, je vais rajouter une autre question de mon côté. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des applications sur l'analyse des réseaux sociaux et où les graphes sont utiles? Exemple, la détection des communautés quand on a un réseau social multilingue, multidimensionnel, Oui, etc. absolument. Donc, je vais vous parler un peu de mon cas particulier. Ma recherche dans ce domaine-là a commencé quand j'ai commencé mon doctorat. J'ai obtenu une bourse qui était une bourse mi-taxe de la banque CIBC. Et c'était un projet de 3 ans. Puis au début, on m'avait dit de faire de l'analyse, de la détection d'anomalies dans des bases de données de transactions de cartes de crédit. Et par la suite, le gérant à qui je me rapportais chez CIBC a été remplacé. Puis son remplaçant me dit, ah, mais écoute, ça, on a des consultants d'une compagnie de technologie de l'information que je ne mentionnerai pas, qui nous ont réglé ce problème-là. Ça ne nous intéresse plus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les réseaux sociaux pour des buts de détection de fraude. Et ce qui recherchait, c'est, par exemple, si ce matin, j'ai acheté un café au coin de la rue et dans 15 minutes, ma carte de crédit est utilisée en Californie, très certainement, la banque va le détecter comme une anomalie et va bloquer la transaction. Par contre, ce que les banques ont trouvé, c'est qu'il y a des fraudeurs qui agissent en réseau, des gens qui se prêtent de l'argent ou qui se font des chèques sans fond et qui disparaissent dans la nature. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est identifier des groupes de consommateurs, de clients qui étaient similaires, qui avaient des liens communs. Et l'idée était que s'il y avait une pomme pourrie dans le panier, de surveiller davantage ceux qui font partie de ce panier-là, de cette communauté. Alors ça, c'est un exemple. On a fait un article dont je vous ai parlé brièvement. On a fait ça avec des titres boursiers pour essayer de suivre un index, des index boursiers. C'est un problème qu'ils ont en finance. Souvent, on veut un portefeuille qui va suivre le S&P 500, par exemple, avec le moins de titres possible. Donc, si on peut suivre les fluctuations du S&P 500 avec un portefeuille de 10 titres, c'est utile. Donc, on a fait ça. On a utilisé la technique de Comedoid pour essayer de trouver des titres qui représentaient bien les grands indices. Et là, on avait représenté les marchés boursiers comme réseaux sociaux. Et ça, il y a énormément de recherches qui se fait dans ce domaine-là. Il y a évidemment en marketing, si les gens, ce que Google, Facebook et tout le monde font, c'est s'ils peuvent trouver des gens qui sont comme moi, soit par mes amis ou par par les groupes auxquels j'appartiens, que ce soit un club de hockey, un club d'échecs ou quoi que ce soit, et essayer de voir des gens qui appartiennent à ma communauté pour essayer de leur vendre la même chose que moi j'ai acheté. Il y a aussi des applications dans notre laboratoire à Fujitsu. Il y a des gens qui travaillent en neurologie et en cancer. Il y a des applications là aussi. Donc, oui, n'importe où on veut une vue d'ensemble. Donc, au 19e siècle, la science visait les plus petites unités possibles. On étudiait les atomes, les électrons. On est même allé étudier les neutrinos, mais quand on veut une étude, on veut étudier un système, ce genre d'approche très microscopique n'est pas très utile. Par exemple, quand on regarde ce que les gens en réseau complexe vont souvent vous montrer quand vous allez dans une conférence de réseau
complexes. Ils vont vous montrer un groupe d'oiseaux qui migrent. Ben, si vous étudiez le pouls en dessous de l'aile de l'oiseau, du canard qui s'en va en Floride ou au Brésil, vous n'allez pas trouver quoi que ce soit, mais si vous observez la vie d'ensemble, vous allez voir une dynamique de groupe. Alors, c'est là que les gens qui étudient les systèmes complexes commencent leur analyse. Parfait. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question de la part des personnes présentes? S'il y a des questions qui surviennent plus tard, n'hésitez surtout pas à me contacter. Envoyez-moi un courriel. Je suis tout le temps très content de partager. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez des idées, je crois que dans votre groupe, vous faites beaucoup de linguistique computationnelle, de NLP. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est un groupe pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs, des étudiants en sciences cognitives, en informatique et plusieurs autres domaines des sciences humaines, etc. Donc, si vous avez des idées, moi, je suis tout le temps ouvert à des collaborations. Je crois que c'est là que les choses intéressantes se passent quand on a des gens de différentes institutions, de différents départements qui collaborent sur des problèmes. Alors, s'il vous plaît, contactez-moi. OK. Donc, on a M. Jobin. Oui, j'ai une question assez d'ordre général. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des applications en génie qui ont été faites avec ce genre de graphe-là? En génie? Oui. Comme, en génie civil, ça remonte au tout début des graphes avec des ponts. Il y a on peut se servir des graphes pour modéliser des réseaux, que ce soit le métro, des réseaux de logistique, des réseaux de transport, l'Internet, des réseaux informatiques. Alors, la réponse courte, c'est oui. Et généralement, c'est tout pour l'achalandage. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce genre de choses-là, qui viennent des départements de génie industriel où ils font de la logistique, de la planification de réseau, des transports. OK. À Montréal, des études de circulation, entre autres, ça pourrait être fait avec ça. Oui, absolument. À Montréal, vous avez le Centre de recherche sur les transports à l'Université de Montréal. CIREL, okay. Oui. Donc, il y a un grand regroupement stratégique, CIREL. Il y a aussi le GERAD. Oui. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup. Au GERAD, il y a un professeur qui est en génie informatique, je crois, ou génie électrique à la Polytechnique, qui s'appelle Daniel Aloïse. Il a fait beaucoup de travaux là-dessus. C'est parfait. Merci beaucoup, Pierre. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. OK, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite une bonne continuation et des collaborations fructueuses. Merci. Et au plaisir de se revoir dans un séminaire ou autre chose. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée.